Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 6 morts en 48 heures. Les pêcheurs de Saint-Louis déclenchent le tocsin. 6 pirogues ont chaviré dans l'embouchure. Les détails dans un instant. Le village de Tchambourpeul attaqué. Les populations soupçonnent des représailles d'un meurtre du cultivateur survenu hier à Dias. On vous explique tout dans un instant. Papa Lénian est libre, le journaliste bénéficie d'une liberté provisoire. Un ouf de soulagement pour la coordination des associations de presse. L'actualité, c'est aussi le triste sort d'une baleine. Le cétacé a échoué à la plage de Djamalai. Reportage étonnant à suivre. À Saint-Louis, 6 pirogues ont chaviré dans l'embouchure, 6 morts enregistrés en 48 heures. Les pêcheurs de Saint-Louis alertent une fois de plus les autorités sur le danger au niveau de l'embouchure. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. En moins de 2 jours, 6 pêcheurs de Guendar ont perdu la vie au niveau de l'embouchure. Le quartier hydrobase de Saint-Louis est le plus touché. Ici, 4 pêcheurs ont péri dans la brèche, dont 2 fait la famille de Massata Gaye et Moussa Gaye. C'est la volonté divine et nous l'acceptons, mais c'est la pêche qui n'est pas bonne. Depuis le début de la campagne de pêche, beaucoup de dégâts matériels, de pertes en vies humaines ont été notés. Nous n'avons que l'État pour satisfaire nos doléances. Pour ces pêcheurs propriétaires des pirogues, les travaux de balisage et de dragage effectués sur la brèche sont très mauvais, ce qui est à l'origine des pertes nombreuses en vies humaines depuis le début de la campagne de pêche. Pas plus tard qu'hier, 6 pêcheurs ont perdu la vie. La pirogue en question était en partance pour une partie de pêche, mais elle a rebroussé chemin à cause de la brèche et au retour, elle a chaviré. Pour Marafal, l'État doit encore revoir ces travaux qui ont coûté plusieurs milliards de francs CFA au gouvernement et qui sont mal exécutés. Il faut que l'État accepte que les travaux de dragage et de balisage effectués ne sont pas bons. Nous voulons des travaux beaucoup plus sûrs. Pour Mafal Gaye, un pêcheur originaire du quartier hydrobase, la houle sera beaucoup plus dangereuse lundi prochain. La hauteur des houles est de 1 mètre. Pour certains, ce n'est pas un problème. Mais pour ceux qui traversent la brèche, c'est un danger permanent. Et d'ici lundi, la mer sera très agitée. Depuis la livraison des travaux de dragage et de balisage, 21 pêcheurs ont perdu la vie dans la brèche. Selon les pêcheurs de Guendar, Gohomak et Hydrobase, la stabilisation définitive de la brèche est aujourd'hui une demande sociale. Allons à Tchambourpeul, c'est un village dans la commune de Kermoussa, département de Thiès. Le village a été attaqué ce matin par des individus non encore identifiés. Les populations soupçonnent en revanche que ce sont des représailles du meurtre d'un cultivateur survenu hier à Dias. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Des jeunes en furie ont saccagé et brûlé des maisons, la mosquée du village, partout autour du village de Tchambourpeul. Dans la localité de Tchambor, la population est toujours terrée et terrifiée. Isaka, leur porte-parole, crie son indignation. C'était hier aux environs de 19h qu'on nous a alerté qu'il y a des éleveurs qui ont bataille ferme avec des agriculteurs du village de Kirien. Et ça en est suivi en mort d'homme. Du coup, les habitants de Kirien se sont déplacés en masse avec des armées de gourdins, de machettes pour venir incendier le village. C'est quel village? Le village s'appelle Sounwolof, mais cet hameau-là, c'est Tchambourpeul. C'est dans la commune de Kermoussa, département Thiès, arrondissement de Kermoussa. Ils ont brûlé des boutiques, des maisons, des chambres, des salons. Ils n'ont rien laissé sur place. Ils n'ont rien laissé. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'hommes ici, il n'y avait que des femmes. Les femmes sont enfuies, ils sont revenus le matin, les portes les ont repoussés. Juste, ils sont partis derrière le village et ils commencent encore à brûler du feu. Ils commencent à brûler. C'était comme en intifada. Ils brûlent ici, les forces les poursuivent et ils retournent encore pour brûler les autres côtés.
Heureusement, le sapeur est venu. Pour les populations, il est temps que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités pour apporter des solutions à ce conflit qui perdure. Il faut laisser la justice faire son travail. Du côté des assaillants, on nous a annoncé qu'il y a 2 arrestations. Des véhicules de la gendarmerie et des troupes armées ont encerclé le village pour veiller à la sécurité des populations de Tchambor-Peulh. Merci Chéranta. L'actualité, c'est aussi la libération de Pape Alé Niang, liberté provisoire pour le journaliste, un ouf de soulagement pour la coordination des associations de presse. Aminata Marisso obtient la liberté provisoire après plus d'1 mois de détention. Pape Alé Niang obtient la liberté provisoire après plus d'1 mois de détention. Très soulagé, parce que comme vous le savez, lorsque vous avez un client qui est fragile sur le plan sanitaire, qui est déjà en détention provisoire, à cela est venu s'ajouter le fait qu'il ait observé une grève de la faim depuis 10 jours. Naturellement, j'étais très préoccupé. Donc aujourd'hui, avec cette décision de liberté provisoire sous contrôle judiciaire, je suis extrêmement soulagé. Parce que ça permet à mon client aujourd'hui de recouvrer la liberté, mais surtout, et c'est le plus important, de prendre soin de sa santé. D'ailleurs, il vient de sortir tout à l'heure et il est allé directement à la clinique pour poursuivre ses soins. Le journaliste d'investigation avait été arrêté puis placé en garde à vue à la prison de Sébikotane pour avoir diffusé un rapport d'enquête de la gendarmerie estampillé top secret. À la suite de cela que nous avons déposé une demande de liberté provisoire depuis vendredi dernier. Donc voilà, c'est aujourd'hui que le juge a rendu sa décision de le mettre en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Maître Moussa Sarr, un des conseils de Pape Alé Niang, espère un non-lieu pour son client. La suite, il appartient au juge de décider de la suite. Pour nous, nous considérons aujourd'hui que le dossier est bouclé. Parce que dans ce dossier, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont visées par les infractions. Donc, Pape Alé étant entendu déjà sur le fond, nous considérons aujourd'hui qu'en principe, le dossier est bouclé. Et que certainement, le juge va prendre une ordonnance. Et nous nous attendons à une ordonnance de non-lieu parce que nous estimons que Pape Alé n'a commis aucune infraction. Il n'a fait que son travail de journaliste d'investigation. Rappelez que le journaliste observe. Merci Aminata. Dans l'actualité politique, séance plénière demain à l'Assemblée nationale pour l'examen de la motion de censure déposée contre le gouvernement suite à la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Qu'en est-il du droit des 2 députés placés en garde à vue hier? Il s'agit de Massata Samb et de Mamadou Niang. Peuvent-ils voter par procuration? Non, selon Alou Souaré, ancien député et spécialiste du droit parlementaire. Le voici avec Chérif Thiam. Que son avocat a déposé une plainte suite aux événements et nous l'avons suivi par la presse. Mais je pense que ce cas, ça nécessite effectivement la levée de leur immunité parlementaire. S'ils sont poursuivis pour d'autres délits connus, outre trouble à l'ordre public, outre offense à l'Assemblée nationale, je pense que cela va nécessiter obligatoirement la levée de leur immunité parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 51. Bon, maintenant, on a évoqué un cas de flagrant délit. Est-ce que ça peut être le cas? Là, je crois que les spécialistes en matière de droit pénal sont plus indiqués pour nous édifier. Mais en tout cas, pour revenir au règlement intérieur, je crois que sur les 2 procédures distinctes, l'une engagée par le président de l'Assemblée nationale et qui pourrait avoir comme délit trouble à l'ordre, ou peut-être offense à l'Assemblée nationale. S'ils sont condamnés en tout cas sur le lien de ces délits prévus à l'article 51, je pense que, à l'article 53 plutôt, je pense qu'on pourrait se passer de leur immunité parlementaire. Et s'ils sont condamnés, l'article 51 peut entrer en jeu pour effectivement, à la demande du ministre de la Justice, demander leur radiation sur la liste. Maintenant, ils peuvent être radiés
cela veut dire ceci ne veut pas dire qu'ils vont perdre le poste. Ils ont été élus. Il y a des suppléants. Il y a des personnes qui peuvent les remplacer sur la liste, suivant l'ordre établi. Situation de l'école, une tendance de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation au Sénégal relevée par le syndicat démocratique des enseignants, notant que ce phénomène affecte différents aspects du droit à l'éducation. Voici les explications d'Abdou Karim Gueye, secrétaire général du syndicat, interrogé par Mambiram Diouf. La formation d'abord des enseignants. Sur le recrutement d'un nombre d'enseignants conséquent. Aujourd'hui, nous connaissons un déficit d'enseignement. Ils ont déjà fait un effort par rapport, en tout cas, au salaire des enseignants. Mais sur aussi l'augmentation du nombre d'écoles. Aujourd'hui, il est avéré à partir d'une étude de la COSIDEP qu'il y a 1 500 000 enfants qui ont l'âge d'aller à l'école et qui ne le peuvent pas, faute de place. Je crois que quand même ça est déjà un élément qui doit nous pousser, en tout cas, à faire des efforts pour que ce droit-là soit un droit pour tout le monde, le droit de l'éducation. Je crois que chaque enfant qui naît a besoin d'être formé pour que demain il puisse avoir un métier et fonder un foyer à l'instar de nous autres. Tout ça sera sous forme de recommandations que nous porterons à l'endroit du gouvernement parce que nous pensons que le syndicat ne saurait se résumer à la seule revendication. Mais le syndicat devrait être aussi un moyen de réflexion et pour ne pas dire une force de proposition. À Sédhiou, toutes les écoles élémentaires de la commune de Diendé sont sans eau. Les enfants sont obligés de traverser la route nationale à la recherche du liquide précieux. C'est un reportage de Bakary Conté et Kali Yamé. Potable dans toutes les écoles élémentaires de la commune de Diendé, une situation que déplore Ousmane Silla, président du CODEC. Nous avons nos problèmes, nos difficultés qui continuent. Parce que jusque-là, nous avons des écoles qui n'ont pas encore d'eau. Principalement l'école même de la commune, de chef-lieu de commune Diendé, il n'y a pas de point d'eau. Et chaque matin, Madame la directrice organise les enfants en brigade pour aller chercher de l'eau, loin même de l'école. Et ça, c'est une situation qui est quand même jusque-là déplorable. Et on demande aux autorités compétentes de vraiment travailler à ce que quand même que ces écoles aient de l'eau. Touré Cissé, maire de Diendé, abonde dans le même sens. Le manque d'eau est un problème très cruel parce que les enfants, parfois, ils sont exposés au danger. Le fait de quitter l'école pour aller boire à la maison, même l'assainissement, sur le plan assainissement, même ça reste. Parce que s'il n'y a pas d'eau, les enfants ne pourront pas aller dans les toilettes des établissements, ou bien s'ils vont là-bas, comment en tout cas ils vont se laver. Donc ça veut dire que l'eau pose beaucoup de problèmes au niveau des établissements. Les enseignants déplorent le nombre important d'abris provisoires. Le maire Doura Cissé rassure et compte éliminer ces huttes et demande l'appui du gouvernement. On demande bien sûr l'aide de l'État parce que ça doit partir d'abord de l'État et le partenaire vient quoi. Voilà, donc si l'État ne fait rien, le dernier recours c'est le partenaire. Voilà, mais de préférence on voudrait vraiment que ça soit vraiment de l'État. Ils se sont exprimés en marge de la cérémonie de distribution des fournitures scolaires aux écoles de la commune de Diendé. Merci Bakary. Et puis la Fédération des syndicats de la santé sera en mouvement d'humeur ce jeudi et vendredi, sans respect du service minimum et seules les urgences seront assurées. Les syndicalistes n'ont pas manqué de demander à ce que la lumière soit faite sur l'audit de la Cour des comptes. Souleymane Lo a été interrogé par Fatou Bintou Conté. Nous avons décrété 48 heures de grève à la lumière des dernières rencontres que nous avions eues avec le ministre de la Santé, mais surtout l'attente dans laquelle nous étions depuis le mois de mars à vouloir rencontrer le ministre de la Fonction publique. On dit que pour ce qui concerne les rétentions d'informations, nous continuerons à faire les rétentions d'informations. Ça, c'est un. Deuxième chose, par rapport à la grève du 15 et du 16, nous allons assurer les urgences, mais pas de service minimum. Et ça, c'est la Cour des comptes qui vient de révéler
aujourd'hui des manquements de ce point de vue. C'est pas, nous avions toujours voulu qu'on tire cette gestion au clair, parce qu'elle nous paraissait opaque. Aujourd'hui, nous sommes reconfortés dans notre opinion que ce que nous avions cru en certains moments par rapport à la gestion de ces fonds, et c'est avéré et réel. Aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui vient renforcer notre conviction là-dessus. Et donc, nous attendons les mesures qui seront prises, parce que nous ne souhaitons pas que des pères de famille ou des mères de famille soient emprisonnés. Ce que nous souhaitons, c'est au moins que les gens puissent rembourser ces montants, parce que s'ils l'ont pris, ils savent où ils l'ont mis, au moins. Parce que le problème, ce n'est pas de mettre les gens en prison, ensuite de les relaxer le surlendemain, et sans remboursement. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, si ça doit servir de leçon, donc ça doit se faire dans le cadre d'un remboursement de ces fonds-là, parce que c'est des fonds publics, c'est l'argent du contribuable. Le peuple a besoin de son bien et il n'a pas besoin. Une mini-centrale solaire photovoltaïque de 20 kVA installée au centre de santé de Sokone. C'est une alternative aux coupures d'électricité qui perturbent les interventions chirurgicales de la structure. Reportage Aminata Goudabi, Abdou Karim Pey. Pour pallier les fréquentes coupures d'électricité au centre de santé de Sokone, c'est un système d'électrification solaire installé pour alimenter le bloc opératoire et le laboratoire. C'est dans un contexte de délestage multiple, surtout au niveau de Sokone, il y a une instabilité du courant électrique. Nous aidons du groupe électrogène, mais c'est un groupe qui est vieux et souvent qui est en panne. Donc ce matériel, surtout les plaques solaires, vont nous permettre d'avoir une autonomie en électricité. Le centre de santé de Sokone est un centre de santé de type 2 avec un bloc opératoire qui est fonctionnel 24 heures sur 24. Et donc ces plaques que nous avons acquises vont nous permettre de gérer efficacement et à tête reposée les urgences gynécologiques, néonatales et obstétricales. Entre autres acquis, un cabinet dentaire équipé avec du matériel neuf. La Fondation Rotary Club a investi avec ses partenaires plus de 70 millions de francs CFA pour ces équipements octroyés au centre de santé de Sokone. Cette action porte donc sur la construction et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 kVA pour pouvoir alimenter le bloc opératoire. En marge de cette action donc de centrale solaire, du matériel donc pour un cabinet dentaire complet a été mis en place et également donc un système de radiographie et d'échographie. C'est un soulagement d'après Abdoulatif Koulibaly, maire de Sokone. Le centre de santé polarise plus d'une vingtaine de postes de santé du district sanitaire de Sokone. Pour tout ce qui est pris en charge ici au niveau de Sokone, nous avions parfois des difficultés sur l'instabilité du système électrique, mais avec la grâce de Dieu et avec le partenariat que nous avons établi, on a pu mettre en place un système, une petite centrale solaire complètement autonome. La Fondation Rotary Club existe depuis plus de 100 ans et investit dans des domaines autres que la santé dans plusieurs localités du Sénégal. Merci Aminata. Crise au sein du regroupement des transporteurs de Canel. Le bureau a finalement été renouvelé. Le président sortant a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Voyons tout cela avec Ali Bandelian. C'est la fin du suspense chez les transporteurs du département de Canel. Après plusieurs mois de divergences profondes, ils sont finalement passés à l'Assemblée générale consacrée à l'élection de nouveaux bureaux. Omar Sow di Yeroba est ainsi reconduit pour un mandat de 5 ans. Pour une élection à un premier mandat, c'est souvent les électeurs qui départagent les uns des autres. Mais quand on cherche à se faire reconduire, c'est seulement le bilan qui peut permettre aux électeurs de se définir. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette élection. Il y avait eu beaucoup de bruit. La divergence était profonde, mais finalement, la démocratie l'a triomphé. Yoruba l'a largement gagné avec une différence de plus de 200 voix suivie de son adversaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qu'on veut ouvrir. Une élection qui vient départager les zones des autres pour ramener la sérénité. Occasion saisie par le président du regroupement régional des transporteurs de Matam de porter le cri du cœur de ses collègues. Même si nous nous déployons pour une meilleure organisation et un assainissement du secteur, nous ne sentons pas l'État à nos côtés. Et ce qui nous fait mal, nous les transporteurs de Matam, c'est que dans tous les programmes et projets de l'État, on est laissé en rade. Ils ont distribué ici des tatas. Aucun transporteur de Matam n'en a bénéficié. On parle de clando, on n'en bénéficie pas. Même quand des usines de montage de véhicules arrivent, ce sont les autres régions qui sont servies. Pourquoi nous, les transporteurs de Matam, on est toujours laissés en rade? C'est une interpellation à l'endroit du chef de l'État. Une
Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour les transporteurs du département de Kanel qui, au cours de la rencontre avec la presse, exigent du gouvernement le démarrage immédiat et effectif des travaux de réalisation de la route du Dandemayo. Merci Ali. À la une également de l'actualité, le triste sort d'un gros bébé de 2 tonnes et 13 mètres. Cette baleine bébé que vous voyez à l'écran a échoué sur la plage de Djamalai, suscitant la grande curiosité. Reportage étonnant d'Issa Prera. C'est un fait qui a suscité la curiosité et attiré une petite foule. Un bébé baleine qui a échoué tard dans la soirée d'hier, découvert ce matin entre Djamalai et Cameroun. C'est la première fois que je vois une baleine. J'ai quitté la Médina uniquement pour venir la regarder. Je ne peux même pas y croire. C'est hier vers 23h que nous l'avions vue échouer sur la plage. Des baleines ou familles de cétacés mortes et qui échouent sur nos côtes, des faits pas du tout nouveaux. Bien qu'en 2008, en 2012 et en 2022, des baleines et un dauphin ont fini sur nos plages. Ce n'est pas un miracle. Quand la mer est agitée, elle peut rejeter certaines espèces. Presque chaque année, on a des baleines qui échouent sur nos plages. En 2017, Yoff, après c'était Djamalai et aujourd'hui c'est ici. Un bébé baleine de 13 mètres de long et qui pèse minimum 3 à 4 tonnes, nous disent les scientifiques qui ont fait des prélèvements pour des études en profondeur. Merci Dissa. Et puis un mot de sport, la Basket Africa League 3e du genre démarre le 11 mars prochain à Dakar et se termine le 27 mai à Kigali au Rwanda. L'annonce est faite par les organisateurs qui se fixent comme objectif d'attirer plus de public dans les stades. Cher Sadibou Diarra. La conférence du Sahara se jouera ici au Sénégal du 11 au 21 mars. Et la conférence du Nil se jouera au Caire du 26 avril au 6 mai. Et les 4 premières équipes de chaque conférence se qualifieront pour constituer les 8 dernières équipes qui vont jouer les finales et les playoffs à Kigali, à Bank of Kigali Arena du 21, annoncer tous les clubs et aussi annoncer la composition des différentes conférences. La balle qui compte impacter le basketball africain espère attirer plus de public cette saison. Nous allons continuer à pousser comme une locomotive de croissance en Afrique, de croissance humaine en termes de l'opportunité que nous avons d'inculquer des capacités chez nos jeunes, mais aussi d'amener de la plus-value dans les différents pays où nous nous produisons. L'un de nos objectifs majeurs cette saison, c'est d'avoir plus de supporters dans les différentes salles où on va se produire. Et nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour vraiment avoir une grosse fête de basketball autour des matchs que nous allons jouer à Dakar, au Caire. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Dans un instant, Papa Blader et son invité de Soir d'Info.